Samuel, merci d'être là avec nous et nous t'écoutons pour ta présentation en aromathérapie. Voilà, donc la base de ma pratique, c'est le magnétisme. Mais l'aromathérapie se marie très bien et est un complément super intéressant du magnétisme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler parce que pour moi c'est un sujet super important. D'abord, c'est quoi l'aromathérapie? Je ne sais pas si vous savez tous exactement à quoi ça consiste. C'est l'utilisation des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est des plantes qui ont été distillées. C'est le résultat de la distillation ou de l'expression à froid quand il s'agit d'agrumes. On utilise l'aromathérapie à visée d'accompagnement de bien-être, mais aussi vraiment de soins. Ça peut être un traitement réel sur différentes pathologies, que ce soit physiques ou psychologiques. C'est quelque chose de super intéressant. Donc après, quand on parle donc de distillation, on est sur de l'extrait de plantes, donc sur des essences extrêmement concentrées. Donc c'est des produits très très puissants, d'où l'intérêt de faire très attention et de savoir vraiment ce qu'on utilise, pourquoi on l'utilise. En plus, il y a beaucoup de contre-indications à l'utilisation des huiles essentielles. Il y a beaucoup de traitements, de médicaments allopathiques qui sont formellement contre-indiqués et des pathologies qui contre-indiquent l'utilisation des huiles essentielles. Déjà une question d'âge, hein, chez les bébés on fait très attention, chez les femmes enceintes on fait très attention. Tout ce qui va être maladie du sang, toutes les maladies respiratoires, notamment l'asthme, les maladies du rein, les maladies du foie, tout ça, ça va comporter énormément de contre-indications. Donc, on fait vraiment très attention, mais pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Ensuite, on les utilise comment? On les utilise dilués. Parce que, à cause de la concentration, à cause de leur puissance, il y a quelques cas où on peut utiliser, on en reparlera si vous voulez tout à l'heure, il y a quelques cas où on peut les utiliser purs, mais sinon, c'est toujours dilué. Et une dilution, c'est dans une huile. Et pas dans du miel, sur du pain, sur des comprimés neutres, dans de la tisane ou quoi. C'est uniquement dans de l'huile qu'on dilue des huiles essentielles. C'est impératif. Sinon, ça équivaut à les prendre pures. Et il y a des huiles essentielles, si vous les prenez pures, notamment si vous les ingérez pures, vous pouvez vous brûler le gosier juste. Voilà. Vous pouvez finir aux urgences avec une constriction à la pharyngée. Voilà. Donc, on fait attention. Ensuite, une autre chose, les huiles essentielles, c'est des produits qu'on utilise avec parcimonie. Il faut en général quelques gouttes pour être efficace, pas besoin de litres. D'ailleurs, c'est les flacons qui sont petits, hein, qui font 5 ou 10 millilitres au départ. Quand je dis que c'est des huiles puissantes, c'est des huiles précieuses pour certaines. Donc, la parcimonie est aussi intéressante côté financier. Je vous donne 2 exemples. La rose de Damas, qui est la plus précieuse avec le jasmin, pour faire 1 kilo d'huile essentielle, il faut 4 tonnes de pétales de rose. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la quantité que ça peut faire. Pour 1 litre, ça représente 3 milliards de pétales. Voilà. Donc, ça représente environ 1 hectare de culture. C'est comme ça. Et un autre exemple, la camomille romaine, qui est aussi une huile quand même, qui est courante aussi, mais qui est quand même précieuse. Un flacon de 5 millilitres d'huile. Là, je vais vous donner une idée de la puissance. 5 millilitres, ça représente 125 gouttes d'huile essentielle. Ça équivaut à 1250 mugs concentrés de tisane. Voilà. Donc, on peut y aller tranquille sur les gouttes, quoi. Ça, c'était juste parce que faut être, quand on vous dit c'est 3 gouttes, c'est pas 5. On fait très attention à ça. Les huiles essentielles, ensuite, il y a une chose super importante à mon avis. Il faut acheter des huiles, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'efficace, on fait des soins avec, donc on achète quelque chose de qualité. Et la qualité dans les huiles essentielles, ça vient d'où elles viennent.
l'idéal, c'est que ce soit des plantes sauvages. Alors, c'est de plus en plus rare. Donc, ça sera au moins une agriculture biologique et raisonnée. L'idéal, ensuite, c'est qu'elles soient récoltées à la main parce que les machines, tracteurs et autres de ramassage vont traumatiser les plantes et elles vont modifier les concentrations de molécules. Et enfin, au niveau de la distillation, il faut qu'elle se fasse sur le temps le plus long nécessaire à la plante et à la pression la plus basse nécessaire à la plante. Sinon, on va aller trop vite et on n'aura pas la bonne, on dégagera pas les bonnes dosages des molécules. Et enfin, il faut savoir une chose. Alors, je pense que vous avez déjà rencontré si vous achetez des huiles essentielles. On va prendre une plante commune qu'on a ici, le thym. Il y a plusieurs huiles essentielles de thym. Le thym thymol, le thym thujanol, le thym linalol. C'est le même thym, sauf qu'il ne pousse pas au même endroit. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes molécules et on ne fait pas du tout les mêmes soins avec. Le romarin, ça va être pareil. Il y en a plusieurs comme ça où vous avez une plante et vous avez plusieurs flacons avec des noms différents. Et c'est important. Un romarin cinéole et un romarin à camphre, ça ne va pas traiter la même chose, vous vous en doutez bien. Donc, il faut savoir ce qu'on achète et pourquoi on l'achète en fait. Vraiment, c'est super important. Ensuite, il y a quantité d'huile essentielle qui existe de par le monde. Allez, je vais être cool, on va dire que si on en utilise une vingtaine, ça suffit. Toutes les autres, c'est du luxe. D'abord, on peut faire des huiles essentielles avec toutes les plantes aromatiques qui existent. Donc, ce n'est pas compliqué, ça en fait beaucoup. Mais sérieusement, moi, je vois dans mon aromathèque, j'utilise quasiment toujours les mêmes. Après, ça va être une question d'odeur. Un jour, une odeur va plaire un peu plus qu'une autre, ok, mais sinon, vous avez un échantillon. Plusieurs huiles peuvent faire la même chose. Donc, on a toujours un échantillon de plusieurs huiles possibles pour un soin. Et en fait, ce n'est pas la peine d'acheter n'importe quoi, d'avoir des quantités d'huile, alors que vous avez sous la main des choses simples. On va au plus simple. Le nard de l'Himalaya, c'est une huile qui est magnifique, qui sent super bon. C'est une plante qui, comme son nom l'indique, pousse en haut de l'Himalaya. C'est une plante qui va travailler sur tout ce qui va être un peu déprime, mal-être, etc. Il y a le ylang-ylang qui fait la même chose, il y a le petit grain bigarade qui fait la même chose. Alors, pas forcément effectivement au même degré, mais il faut acheter de nard de l'Himalaya, il faut être sûr qu'on en a besoin, quoi. C'est rare. Vous avez pareil la rose, j'en parlais tout à l'heure, la rose qui est une huile précieuse. Déjà, vous avez des flacons, quand vous achetez la rose, ce n'est pas 5 millilitres, c'est 2 le flacon. C'est très cher, les 2 millilitres. Mais si c'est juste pour l'odeur de la rose, ok. Si c'est pour le bien-être de la rose, alors parce que vous avez une dame qui a besoin de ce côté féminin de la rose, moi je veux bien. Si c'est juste pour le parfum un peu, vous prenez du géranium, vous avez un effet rose. Vous en mettez très peu et on a un effet rose. Donc voilà, on est toujours on s'adapte un petit peu. On fait très attention à tout ça pour pas, d'abord économiquement parlant, pour soi, et puis ensuite pour pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui viennent de l'autre bout du monde. On a des huiles essentielles, des plantes qui sont en voie de disparition et auxquelles, par exemple, le bois de rose, c'est une huile qui est très, très agréable, qui est très intéressante, mais le bois de rose est en voie de disparition. Alors qu'on a le bois de haut qui fait exactement la même chose, c'est les mêmes molécules à l'arrivée dans l'huile essentielle. Et l'huile n'est pas du tout en voie de disparition. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous vend. Non, mais il te faut celle-là parce que ça fait ci ou ça fait ça. Ouais et non. Et puis, en plus, ce n'est peut-être pas une huile qui est adaptée à vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de contre-indications chacun. Donc, on n'est pas toujours adapté à la même huile que le voisin. Et ensuite, il y a une chose qui est importante. Ça paraît un peu bizarre quand je dis ça des fois. Il faut que l'odeur de l'huile que vous utilisez vous plaise. Si elle ne vous plaît pas, elle ne fonctionnera pas. Parce que, pour une raison très précise,
c'est qu'en fait, les huiles, ben, comme toute chose, a un niveau de vibration. Et si elle vous plaît, c'est que vous correspondez à son niveau de vibration. Si elle ne vous plaît pas, c'est que vous êtes au-dessus ou en dessous, peu importe. Et du coup, elle ne va pas interagir avec vous, tout simplement. Donc, c'est pour ça, moi, quand je fais un soin, j'y reviendrai après, je fais toujours un calibrage. Je fais choisir en fonction de la personne, de sa problématique. Je vais choisir plusieurs huiles et je vais les lui faire sentir. Et tout ce qui ne va pas, je le mets de côté. Ce n'est pas la peine de l'utiliser. Ça ne fonctionnera pas bien. Par contre, après un soin énergétique, des fois, je reprends les huiles qu'elle a mis de côté parce qu'après le soin énergétique, elle a changé son taux vibratoire et du coup, il y en a qui peuvent passer. C'est assez bluffant. En le temps d'un soin, on va dire 20 minutes de soin énergétique, elle change de vibration et elle peut changer de sensation par rapport à un parfum de plante, d'huile essentielle. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est à tenir en compte quand vous utilisez, même pour vous, juste, vous dites, j'achète du titri parce que j'ai mal à la gorge. Ouais, ok, le titri, ça soigne le mal à la gorge. Il y a le Ravinsara qui fait exactement la même chose. Ben, soyez sûr que c'est le titri qui correspond à ce moment-là à vous. Parce que si c'est le Ravinsara, ben, le Ravinsara marchera mieux que le titri. Voilà, tout simplement. C'est assez, faites le test. Si vous avez les deux, un jour, faites le test. C'est intéressant de voir ce genre de choses parce que moi, ça m'a bluffé à chaque fois. Hein. Ça fonctionne à tous les coups. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez curieux. La lavande, chaque huile a une correspondance émotionnelle, enfin, elle a une image qu'on donne à chaque huile. La lavande correspond à la maman. Et quelqu'un qui est en conflit avec sa maman ne supportera pas la lavande. Mais clairement. Par contre, quelqu'un qui est en conflit ou qui vous dit être en conflit, mais qui fait un travail sur lui, ça m'est arrivé une fois, ben ça peut passer. En fonction de là où elle en est, de son travail sur elle, ça peut passer. Et ça marche à tous les coups. C'est un truc qui fonctionne à tous les coups. Et presque toutes les huiles ont comme ça un profil. La camomille, ça va être plus la grand-mère. La mandarine, c'est les enfants. C'est la joie de l'enfance. La bergamote, c'est le soleil. Pour les jours gris, je vous le dis, en hiver, ouvrez-vous un flacon de bergamote et respirez-le. Ça amène le soleil. Moi, c'est ce que je fais. C'est un antidépresseur. En hiver, c'est génial. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes à savoir quand on veut utiliser une huile essentielle parce que ça peut faire toute la différence. Moi, j'ai entendu non, mais moi, les huiles essentielles, ça ne me convient pas, ça ne marche pas bien. Ben, en fait, c'est parce que ce n'est pas les bonnes, tout simplement. Moi, si quelqu'un me dit le Doliprane ne me fait rien, c'est parce que tu ne prends pas le Doliprane pour la bonne cause. Voilà, il y a plusieurs antidouleurs, il y a le Doliprane, il y a les ibuprofènes, etc., etc. Et tous ne fonctionnent pas exactement sur les mêmes sujets. Ben, c'est pareil avec les huiles essentielles. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure un détail. Tout le monde ne supporte pas, n'est pas capable de recevoir des huiles essentielles, et toutes les huiles essentielles en tout cas. Alors, je vais revenir sur 2-3 choses super importantes. En cas de grossesse, pas d'huile essentielle avant le 3e mois, 0. Et à partir du 3e mois, il y a 3 huiles essentielles autorisées. 3, pas plus. La lavande, la camomille et la ravinsara, à condition que la dame ne soit pas asthmatique. Sinon, vous pouvez la tuer. Ensuite, et ça durera sur toute la grossesse, évidemment. Ensuite, les bébés, les nourrissons, avant 1 an, on ne donne rien du tout. À partir de 1 an, de 1 an à 18 mois, et même jusqu'à 3 ans, on va donner les mêmes comme femme enceinte, la camomille, la lavande et la ravinsara, toujours s'il n'y a pas d'asthme, évidemment. Par contre, les dosages, c'est du 1% en dilution. Donc, 100 gouttes, vous mettez 1 goutte d'huile essentielle, 99 gouttes d'huile végétale pour un bébé. Voilà, c'est tout petit.
Et c'est nécessaire que ce soit comme ça. Et après, à partir de 3 ans, au fil des âges, on va intégrer un peu plus d'huile essentielle de tranche d'âge en tranche d'âge. Ça va de 3 à 6 ans environ, puis de 6 à 8, puis de 8 à 9, puis de 9 à 12. Après 12 ans, on va quasiment être sur toutes les huiles essentielles ou presque. À 15 ans, on est sur toutes les huiles, juste à un dosage un peu inférieur aux adultes. Pourquoi toute cette évolution? Parce que tout simplement, les huiles essentielles, il y a une question de rapport taille-poids, mais il y a surtout une question de maturité physiologique. Et ça c'est ça qui fait tout, en fait. La maturité physiologique, un bébé n'a pas la même capacité ou un enfant de 6 ans ne va pas avoir la même maturité qu'un enfant de 15 ans. Ça, c'est une évidence. Et on se base sur la maturité physiologique. Par contre, évidemment, bon, si vous avez votre enfant de 15 ans qui fait 20 kilos et celui qui fait 80 kilos, évidemment, ils ont la même maturité physiologique, mais ils n'ont quand même pas le même poids. Donc, on fait attention sur celui qui fait 20 ou 30 kilos, c'est une évidence. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contre-indications. Il y en a des kilotonnes. L'asthme, les maladies rénales, les fragilités du foie, les maladies du sein, la tension, hyper ou hypotension, les maladies hormonales, le cancer bien évidemment, l'épilepsie, entre autres, et là c'est les plus courantes. Et donc tous les traitements qui soignent toutes ces choses-là, évidemment, sont aussi des contre-indications. Des huiles essentielles, par exemple, qui sont dangereuses et que tout le monde utilise, quasiment tout le monde. La Golterie, tout le monde connaît, c'est un super antidouleur, c'est un super fluidifiant sanguin. Donc si vous avez un traitement, bam bam. Donc on fait super attention. Un autre détail qui est important à mon avis, j'ai parlé des dilutions obligatoires. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. En cosmétique et sur le visage, on est sur du 1%, comme les bébés. Si c'est sur le corps, on est sur du 3%, la dilution. Quand on travaille sur le système nerveux, on peut aller jusqu'à 5 à 7%. Quand on travaille sur du spasme digestif, on peut aller de 10 à 15%, la dilution. En articulaire, tendineux, musculaire, on peut aller jusqu'à 25%. En anti-infectieux, on va jusqu'à 20%. Et après, il y a un dosage où on monte jusqu'à 50%. C'est en cas de reboost, quand les gens ils sont au fond du seau, fatigués, vidés de toute énergie. Là, pour les remonter, vraiment, on peut aller de 25 à 50%. Sinon, c'est vraiment pas beaucoup, quoi, vous voyez. 10% d'huile essentielle, c'est sur 100, c'est 10 gouttes dans 90 gouttes, quoi. Enfin, c'est rien du tout.